La décision de la Chambre préliminaire. 1. La Chambre préliminaire prend note des propos de l'avocate des parties civiles selon lesquels le règlement intérieur ne peut pas être appliqué. La Chambre préliminaire a pris la décision le 26 août 2008 dans l'affaire d'annulation relative à la personne mise en examen Nuonchea, où il y avait un raisonnement circonstancié selon lequel le règlement intérieur était applicable devant les CETC. Cette décision n'a pas été remise à l'examen à la Chambre préliminaire. Les plaidoyers à l'oral ou les commentaires à l'oral présentés aujourd'hui par les co-avocats des parties civiles ne motivent pas une reconsidération de la question par la Chambre préliminaire. Par conséquent, la Chambre préliminaire statue que le règlement intérieur est applicable. Deuxièmement, la Chambre préliminaire prend note que les co-avocats de la personne mise en examen ont déposé leur appel de la défense contre la décision de refus de la demande de traduction relative au dossier Khieu Samphan le 22 juillet 2008. Les coprocureurs ont fourni leur réponse le 28 août 2008. Les avocats des parties civiles n'ont pas déposé de réponse aux mémoires en appel. Le 4 novembre 2008, la Chambre préliminaire statuait en sa décision relative à la demande de Khieu Samphan en vue d'une audience publique, donnant droit de cette requête et prévoyant une date pour cette audience. Quatrièmement, dans sa décision relative à la participation des parties civiles dans les appels relatifs à la détention provisoire, en date du 20 mars 2008, la Chambre préliminaire mettait en exergue l'importance des notifications préalables qu'il convenait de fournir à la personne mise en examen concernant les argumentations susceptibles d'être présentées oralement en audience. Faisant état des principes du procès équitable ou de l'équité de la justice, la Chambre préliminaire décidait que les parties civiles devraient déposer leur mémoire afin de permettre à la personne mise en examen de répondre aux points soulevés par les parties civiles. Tel était également le fondement d'un autre document émis par la Chambre préliminaire intitulé « Directive concernant le droit des parties civiles non représentées, leur droit donc
de s'exprimer en personne devant la Chambre préliminaire. Document en date du 29 août 2008, dans lequel la Chambre opinait que toute partie civile non représentée et demandant le droit de s'exprimer en personne devant la Chambre préliminaire pendant une audience régulièrement organisée, toute personne donc devrait formuler une requête par écrit expliquant le contenu et la pertinence de son propos prévu, cela au moins 10 jours en avance de l'audience. Cinquièmement, la Chambre préliminaire constate que les avocats des parties civiles ont eu le temps, largement le temps, d'exprimer de façon formelle leur intention de présenter une argumentation orale en audience et ont eu le temps de notifier par avance, en temps utile, la nature de leurs propos. Ceci n'a pas été fait. Par conséquent, la Chambre préliminaire ne recevra pas l'argumentation orale des avocats des parties civiles pendant l'audience concernant le fond du mémoire d'appel. Par conséquent, la Chambre préliminaire rejette la demande des co-avocats des parties civiles de faire une intervention orale. Cette décision sera versée au dossier. La personne mise en examen, veuillez vous lever. Monsieur Khieu Samphan, souhaiteriez-vous vous exprimer concernant votre appel ou bien souhaiteriez-vous que votre avocat ou vos avocats parlent en votre nom? Je souhaite demander, dit Monsieur Khieu Samphan, demander à mes co-avocats de s'exprimer en mon nom. Merci, dit le juge. Veuillez vous rasseoir. Vous pouvez prendre place ailleurs, sur un autre siège, si vous le souhaitez. L'avocat. Merci, Monsieur le Président, de me permettre de prendre place sur le côté. Some Unchurn is hack made to be Kapi Day Junta Child, Lang to Sit Day Sanitan. Like no J'aimerais maintenant inviter l'équipe de la défense à formuler un certain nombre de commentaires. Vous avez 1 heure à votre disposition. Je vous invite à partager cette heure. Donc vous avez donc 1 heure à votre disposition pour pouvoir faire vos commentaires.
Maître Sosavan. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, estimés confrères, j'aimerais encore une fois remercier le Président de façon personnelle de m'avoir donné la parole. J'aimerais aussi informer le Président que j'ai déjà déposé une demande pour que mon client soit relâché de façon immédiate. En effet, la décision sur cette demande sera déterminée par la décision du Président. J'aimerais aussi faire valoir qu'une détention provisoire est illégale. J'ai déposé un appel contre l'ordonnance de provision dans la mesure où il n'y a pas eu de traduction des documents. Et nous attendons d'ailleurs la décision. Et dans la mesure où cet appel n'a pas été examiné, les juges ont prolongé la détention provisoire à l'encontre de mon client. Mon client est présumé innocent. C'est un suspect pour le moment. Et dans le cadre de cette audience, j'aimerais faire valoir un certain nombre de points à propos de la traduction de documents qui ont été rassemblés dans le cadre de l'arrestation de mon client. Mon co-conseil international et moi-même souhaitons obtenir la justice pour notre client. Donc, nous partageons la même opinion. Et j'aimerais faire valoir à la chambre préliminaire qu'il y a un certain nombre de problèmes, de choses que et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de documents dans le dossier qui n'ont pas été traduits en français. Mon estimé confrère prendra la parole après moi. Et s'agissant des demandes de traduction du français vers le khmer, j'aimerais signaler qu'il est parfois difficile de comprendre la traduction. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les traducteurs. Néanmoins, il faut savoir que certains des traducteurs n'ont pas nécessairement une formation dans les questions juridiques. Et je crois qu'au Cambodge, pour le moment, nous n'avons pas encore un dictionnaire juridique. Par conséquent, dans le cadre de l'interprétation et la traduction, la qualité de la traduction et de l'interprétation est insuffisante. Et j'aimerais d'ailleurs mentionner que je n'insiste pas sur ce point, mais j'aimerais néanmoins attirer l'attention de la Chambre préliminaire sur la question des traductions, dans la mesure où il est très difficile de comprendre les traductions qui ont été faites de textes juridiques. Ici, au CETC, nous avons 3 langues officielles, l'anglais, le français et le khmer. Malheureusement, certains documents ne sont pas traduits en khmer et permettez-moi de vous donner un exemple. En effet, certains documents que les coprocureurs ont déposés l'ont été faits uniquement en anglais et ces documents ne sont pas disponibles en khmer.
Et cela veut dire que moi, en tant qu'avocat national, il m'est difficile de suivre de dossier dans la mesure où le Khmer n'est pas disponible. J'aimerais par conséquent vous rappeler à quel point la traduction est importante et à quel point il est important que la justice soit faite et que l'on comprenne le fond de l'affaire. J'aimerais faire valoir auprès de la Chambre préliminaire un certain nombre d'arguments. En effet, je sais qu'il souhaiterait que la traduction se fasse de façon diligente et je souhaite que mon client soit relâché de façon provisoire. Et ce, uniquement lorsque la Chambre a décidé qu'il est coupable. J'aimerais d'ailleurs maintenant donner la parole à mon collègue pour qu'il puisse poursuivre. Maître Vergès, vous avez la parole. Aux fonctions, mais aussi avec la fermeté que doit avoir un avocat de la défense pour défendre les intérêts de son client, surtout dans une affaire aussi grave. Surtout que ce client m'a reconfirmé sa gratitude après que votre cour lui ait conseillé de changer d'avocat. Vous vous rappelez cette décision qui est unique en son genre. J'ai consulté à Paris les annales de la justice française. Pendant 15 siècles, jamais une cour n'a demandé à un accusé de changer d'avocat. Vous l'avez fait. Je pense que c'est une décision qui rendra immortelle la mémoire de la cour. En tout cas, mon client m'ayant demandé de continuer à assurer sa défense, je tiens à l'assurer que je le ferai avec encore beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de dévouement. Le mouvement d'humeur de votre cour envers moi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, venait de ce que j'avais demandé, je dirais même exigé, la traduction complète des documents en langue khmer. Vous avez 60 000 documents en langue khmer, dont 1500 seulement sont traduits en français, 2,5%. Et cela vous a paru exorbitant. Mais tout à l'heure, Monsieur le Président, je vous entendais dire que cette Cour s'exprimait au nom des Nations Unies. Eh bien, précisément, ma position est celle des Nations Unies et celle du secrétaire général des Nations Unies qui, dans une réunion le 12 octobre 2004, déclarait textuellement devant l'Assemblée générale qui confirmait la position du secrétaire général. La documentation en question est presque entièrement en khmer et seule une petite partie a été traduite jusqu'ici. Et dit toujours le secrétaire général, un énorme travail de traduction. Il reconnaît que c'est énorme. Il le dit. Mais il ne dit pas que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. La noblesse de votre cour est de faire des choses difficiles. Pardon? Vous voulez m'interrompre, madame? Bon. Et donc, ce travail de traduction sera donc nécessaire, c'est le secrétaire général qui parle, avant que l'instruction puisse vraiment commencer. C'est-à-dire que le secrétaire général de l'ONU vous dit ce que je vous dis depuis le début, le secrétaire général de l'ONU au nom desquels vous prétendez porter un jugement, vous dit tout doit être traduit avant que l'instruction ne commence. Peut-être pourriez-vous conseiller aux Nations Unies de changer de secrétaire général. Tant mieux, à ce moment-là, je serai en bonne compagnie. Et pourquoi ces traductions ne sont pas faites? L'explication que j'entends, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Mais enfin, nous parlons du français. La France est le deuxième contributeur pour ce tribunal. La France a versé des millions de dollars. Il y a encore quelques mois, un ministre français est venu ici et a laissé $1 million supplémentaires. La traduction de 60 000 pages
ne demande pas $1 million. Alors pourquoi ce n'est pas fait? On me dira, ah, il y a eu d'autres activités. C'est vrai. J'ai vu des affiches qui sont très belles, demandant à la population de faire confiance à votre cour. Mais en France, il n'y a pas ça. Donc quand les Français déversent de l'argent, ce n'est pas pour des affiches. J'ai appris aussi que les juges d'instruction allaient dans les campagnes susciter des constitutions de partis civils. C'est noble, c'est nouveau, mais en France, ça ne se pratique pas. Alors, je considère que l'argent que la France a versé n'était pas pour cela, mais d'abord pour la traduction des choses en français. Et donc, il y a eu là un détournement de but de cet argent. Et je suis en droit, à la fois comme avocat, à la fois comme Français, de poser la question à la Cour, mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? 5 millions de dollars? Et on n'est pas capable de traduire 60 000 pages? Et au nom de cela, on demande à la défense de consentir à une violation de ses droits? C'est pas possible. Je sais, un argument nous est avancé. Il faut juger vite, dans l'intérêt du client. Mais nous sommes d'accord. Seulement, en général, quand on dit il faut faire vite, on ajoute il faut faire vite et bien. Ici, on nous dit il faut faire vite, parce qu'on ne peut pas dire il faut faire bien. Or, l'intérêt de mon client est d'être jugé vite et bien, et non pas vite et mal. C'est évident. Alors, le problème, donc, c'est, or, est-ce qu'on peut juger vite et bien quand vous le savez, j'imagine, ou bien je vous l'apprends, le réquisitoire supplétif sur lequel est fondée l'accusation n'est pas traduit en français. Là, ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas 60 000 pages, c'est le réquisitoire supplétif qui fonde les questions qu'on lui pose. Ce n'est pas traduit en français. Et on nous demande de consentir à accepter cela. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, et vous avez bien raison, il faut que l'accusé soit informé directement et par l'intermédiation d'avocats. Mais si l'avocat on ne communique pas à l'avocat le réquisitoire supplétif, peut-on dire qu'il est bien informé? Ah, il peut se débrouiller, aller au greffe, baragouiner l'anglais. Mais là, nous ne sommes plus dans un tribunal, là, nous sommes dans un souk. Or, nous sommes devant un tribunal international, une chambre extraordinaire des tribunaux cambodgiens. Voilà ce que je voulais vous dire, avec beaucoup de regrets, avec le respect dû à vos fonctions, mais également avec la fermeté qui sied à un avocat de la défense. Je ne quitte pas ce dossier, malgré le souhait que votre cour a exprimé un jour. Je reste dans ce dossier pour, à chaque fois que je serai convoqué, demander que la traduction soit faite et que les droits de la défense soient respectés. On m'oppose une décision de co-juge d'instruction disant « ce n'est pas nécessaire ». Mais enfin, soyons sérieux. Il y avait un roi de France qui disait « l'État, c'est moi ». Je ne pense pas qu'il sied au juge d'instruction de me répondre « le droit, c'est nous ». Le droit, c'est des principes généraux acceptés par toutes les nations civilisées. Ce n'est pas la décision des co-juges de dire « c'est difficile, on n'a pas le fric pour traduire les documents, donc on ne les traduit pas ». Votre cour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas le droit, comme disait ce roi de France. Vous êtes, et ceci est un compliment que je vous fais, vous devez être les humbles serviteurs du droit. Le droit, c'est les principes généraux acceptés par toutes les nations civilisées, ce n'est pas les décisions des co-juges. J'en ai terminé, je n'ai pas voulu abuser de votre temps, voilà qui est fait. J'aimerais maintenant inviter les coprocureurs à présenter leur position. J'aimerais vous rappeler que vous avez 1 heure à votre disposition maintenant. Donc, j'aimerais vous demander de répartir la charge de travail entre vous deux en tenant compte de cet impératif qui vous est imposé au niveau du temps. Je vous remercie, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais saluer toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette audience. Je m'appelle Chiline,
Je suis le coprocureur et je suis coprocureur national. Je suis ici avec mon confrère William Smith, qui est lui le coprocureur adjoint. Au nom du procureur, j'aimerais répondre à l'appel qui a été déposé par la défense au nom de M. Khieu Samphan, l'ancien président du Cambodge démocratique. J'aimerais vous signaler que notre présentation aujourd'hui sera divisée en 3 parties. D'abord, nous allons répondre à cette question de la traduction qui porterait atteinte aux droits de ce client. Nous allons aussi parler du 21.6 et à ce moment-là, je donnerai la parole à mon collègue qui parlera plus en détail des documents qui sont disponibles et qui peuvent être compris par l'équipe de la défense et qui permettent justement à l'avocat de la défense de défendre son client de façon appropriée. Et ensuite, je ferai une demande auprès de la chambre préliminaire. Comme vous le savez, devant les CETC, le bureau des coprocureurs a envoyé les premières remarques, le réquisitoire introductif le 18 juillet 2007, dans lequel ils sont mentionnés les crimes et les accusations qui sont portées à l'encontre de la personne concernée, ainsi que les accusations qui sont portées à l'encontre des 4 autres personnes qui sont responsables pour les personnes qui ont été commises dans la période de 1975 à 1979. Ce réquisitoire a été envoyé auprès des co-juges d'instruction, leur demandant d'ouvrir une enquête et de détenir la personne concernée. Et M. Khieu Samphan est en détention depuis le 17 novembre 2007, et ceci sur la base de l'ordonnance qui a été émise par la chambre préliminaire. Les co-juges d'instruction ont l'intention d'interroger la personne mise en examen, mais les avocats représentant cette personne ont refusé de répondre à la demande qui a été faite par les co-juges d'instruction en déclarant que tant que tous les documents restent encore à traduire, ils ne peuvent répondre à cette demande. Donc le 23 avril 2008, les co-juges d'instruction ont refusé la demande qui a été déposée par les avocats de la défense et ils ont ordonné à toutes les parties et non pas uniquement aux avocats de la défense représentant M. Khieu Samphan. Dans le cadre de cette ordonnance, il a été ordonné à toutes les parties de tenir compte qu'une liste de documents prioritaires doit être établie par les coprocureurs et les autres parties, établissant quels sont les documents qui doivent être traduits. Et les équipes de la défense peuvent choisir de demander quelles seront les traductions qui seront faites dans le cadre d'une période de 2 mois. Toutes les équipes de la défense ont le droit de demander une traduction si elles le souhaitent. Et c'est la décision qui a été prise par les différentes personnes. Les équipes de la défense n'ont pas obéi à cette décision et ont d'ailleurs fait appel à cette décision en disant que la traduction a un impact sur la personne qui a fait cette demande pour pouvoir permettre un procès rapide et équitable. Il s'agit d'un prétexte pour pouvoir prendre du retard. Ce délai a un impact sur les droits de la personne mise en examen pour pouvoir recevoir un procès rapide et équitable.
Par conséquent, mes arguments portent sur les droits de toutes les personnes concernées, y compris Kyu Sampan qui est aujourd'hui devant la Cour, d'avoir le droit d'avoir un procès rapide et équitable. En même temps, nous tenons compte de nos responsabilités lorsqu'il s'agit de devoir d'interpréter la loi et l'impact que cela pourra avoir. Et c'est sur cette base que la Chambre peut poursuivre. Par conséquent, nous avons déjà déposé un mémoire écrit auprès des co-juges d'instruction lorsqu'il s'agit des droits et obligations des parties relatifs aux traductions. Nous sommes en train de voir quels sont les droits de la personne concernée pour pouvoir obtenir un procès équitable. Donc cet appel commence avec une opinion qui est partagée qui est différente. En effet, la position des co-juges d'instruction est différente de celle des avocats de la défense. Et s'agissant de la traduction du dossier qui ont été mis en place. Donc nous aimerions reconfirmer la stratégie qui a été adoptée. Nous n'avons pour le moment reçu aucun appui de l'équipe de la défense. Et les arguments qui sont présentés sont les suivants. En effet, Jacques Vergès, avocat de la défense, a dû recevoir tous les documents du dossier dans une langue qu'il comprend, dans la mesure où il est le co-conseil. Mais ce n'est pas pour la personne mise en examen. En effet, la loi établissant les CETC et le règlement intérieur, y compris le code de procédure pénale du Royaume du Cambodge, et ceci, si nous tenons compte de la jurisprudence au niveau international, elle n'appuie pas la position qui a été adoptée par le Conseil de la Défense. De nombreux juges dans différentes institutions ont tenu compte de cette même question qui est maintenant devant la Cour. Et pas une seule décision adoptée par toutes ces juridictions n'a retenu l'argument selon lequel un procès rapide et équitable ne peut être obtenu à moins que tous les documents ne soient traduits dans la langue du Conseil de la Défense. Cette jurisprudence ne prévoit nulle part qu'il existe un droit selon lequel chaque document doit être traduit dans une langue que l'accusé comprend et encore moins dans une langue comprise par son conseil. Le droit à un procès rapide et le droit à un procès équitable sont liés de façon inextricable. Cela peut être traduit comme c'est prévu dans le cadre de la règle 21.6, où le droit à un procès équitable exige qu'il faut qu'il y ait définir les critères sur lesquels l'efficacité doit se prononcer, y compris sur l'importance des documents qui doivent être traduits. Deuxièmement, il faut obtenir la permission pour que le document soit traduit, et ceci lorsque l'on a suffisamment de ressources. En effet, si une cour exigeait que chaque ligne de chaque document soit traduite, à ce moment-là, la procédure ne peut suivre son cours, et donc
Cela voudrait dire qu'une personne concernée n'aurait pas droit à un procès équitable et à un procès diligent. Donc la Cour comprend ce concept de rapide de cette façon-là. On a pu voir, par exemple, dans le cadre d'une cour qui a voulu que la personne concernée comprenne les charges qui ont été mises en place à son encontre. Néanmoins, ils n'ont pas suffisamment de documents. Néanmoins, lorsqu'un document est disponible dans une langue que la personne concernée peut comprendre et lire, la question c'est est-ce que la personne mise en examen est capable de comprendre le dossier qui a été préparé à son encontre. Quelle est la langue d'origine? Quelle est la langue source du dossier? Troisièmement, la langue de la personne concernée, de la personne mise en examen, et la capacité des traducteurs des équipes de la défense et les activités qui leur permettent de travailler dans les équipes de la défense. Lorsqu'il s'agit de préparer l'affaire, une coopération entre les avocats, entre les procureurs, comme cela est prévu dans le cadre de la règle 21. Les co-conseils cambodgiens et internationaux doivent coopérer de manière étroite pour éviter des demandes ou des requêtes comme celles dont nous traitons aujourd'hui. C'est donc la chambre préliminaire doit décider si oui ou non l'accusé ou la personne mise en examen peut comprendre quels sont les faits qui lui sont reprochés. La liste n'est pas exclusive. C'est une liste que la chambre préliminaire doit prendre en considération pour savoir si la personne mise en examen peut comprendre les faits qui lui sont reprochés ou non. Autre chose, les coprocureurs soutiennent aujourd'hui, comme nous l'avons déjà dit dans les observations que nous avons présentées, qu'il y a plusieurs arguments à prendre en compte. Tout d'abord, le présent appel n'est pas recevable, disons-nous, car la personne mise en examen a accès aux documents auxquels il doit avoir accès en vertu du droit international et des règles qui s'appliquent au CETC. Deuxièmement, même si un document n'est pas traduit dans toutes les langues officielles des CETC, les conseils de la défense sont quand même capables de représenter effectivement leurs clients s'ils le souhaitent. Et enfin, l'ordonnance relative aux droits et obligations des parties en matière de traduction et l'état actuel des traductions ne constitue pas une erreur de procédure, ou n'entache pas plutôt la procédure actuellement en cours concernant l'intéressé. Et en tout état de cause, une réparation éventuelle ne peut consister en une mise en liberté. J'ai ainsi déjà abordé le premier point. J'en arrive maintenant à la nature de l'ordonnance et aux sources de droit auxquelles il faut avoir recours pour statuer et trancher le présent litige.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, nous commençons donc par dire que le présent appel est irrecevable, que cette ordonnance sur la traduction n'est pas le genre d'ordonnance contre laquelle la personne mise en examen peut interjeter appel auprès de la chambre préliminaire. Je vous renvoie sur ce point à la règle 74.3 qui ne permet à la personne mise en examen que d'interjeter appel de certaines ordonnances, lesquelles sont énumérées dans la dite règle. Ainsi, les appels, il est possible de faire appel contre des ordonnances portant 1. sur la compétence des CETC, 2. sur des demandes d'actes d'instruction autorisées en vertu du règlement intérieur, 3. sur des demandes de restitution d'objets saisis, 4. ordonnance rejetant une demande d'expertise autorisée par le règlement intérieur, 5. ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise autorisée par le règlement intérieur, 6. ordonnance relative à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, 7. ordonnance rejetant une demande de saisine de la chambre préliminaire aux fins d'annulation, 8. Voilà donc les ordonnances susceptibles de recours devant la chambre préliminaire. Il s'agit d'une liste exhaustive qui figure à la règle 74.3 du règlement intérieur. Il n'est donc pas prévu de droit de recours contre une ordonnance que rendraient les co-juges d'instruction sur des questions de traduction, une ordonnance des co-juges d'instruction rejetant une demande de traduction de tous les documents. Le règlement intérieur ne reconnaît pas non plus à la chambre préliminaire une compétence supplémentaire qui serait par exemple équivalente à celle d'une Cour suprême nationale pour entendre d'appels qui seraient interjetés contre toute ordonnance des co-juges d'instruction déposée par quelque partie que ce soit. Si le document est dans une langue en l'occurrence, l'appel, disons-nous, n'est pas recevable. La traduction relève des questions d'économie judiciaire. C'est une question qui relève dans d'autres tribunaux internationaux du greffe et par conséquent, l'appel contre l'ordonnance des co-juges d'instruction déborde du cadre de la règle 74.3 et devrait donc être rejeté comme étant non recevable. Par conséquent, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, nous disons que les questions relatives à la traduction, même si elles tombent dans le cadre des compétences et du pouvoir de décision des co-juges d'instruction, ne sont pas susceptibles d'appel devant la chambre préliminaire. Cependant, si la chambre devait juger que le présent appel est recevable, nous plaidons à titre subsidiaire que l'appel est non fondé et doit donc être rejeté sur le fond. Avant de répondre concernant la base juridique de l'ordonnance sur les droits et obligations en matière de traduction, il convient de bien préciser la nature exacte de cette ordonnance. Au contraire de l'appel, dans le cadre duquel la défense demande une décision absolue de la chambre préliminaire, l'ordonnance relative à la traduction met en balance des droits
les droits de différentes parties pour ce qui est de mettre en place un processus de traduction équitable, plutôt qu'une solution fixe et définitive quant au nombre exact au type de traduction requis avant l'ouverture du procès. De fait, l'ordonnance comporte une invitation qui est faite aux parties de faire traduire les documents qui sont importants pour elles et de les placer avant la traduction des documents qui, de façon générale, sont versés au dossier. Il est un point essentiel au regard du présent appel et qui est que l'ordonnance ne précise pas les droits et obligations des parties en matière de traduction pour toutes les étapes de la procédure. En fait, les co-juges d'instruction avec cette ordonnance disent que la chambre préliminaire et la chambre de première instance pourront prendre les décisions qu'elles jugent appropriées. Les décisions prises en matière de traduction des documents sont donc sujettes à révision en fonction des besoins des parties et en fonction des exigences des chambres. La chambre de première instance, en fin de compte, devra faire en sorte que toute procédure soit menée diligemment. Et les juges ont demandé à toutes les parties, y compris à la défense, ont demandé plutôt que toutes les parties, y compris la défense, reçoivent la traduction des documents versés au dossier, notamment la traduction intégrale des réquisitoires introductifs, supplétifs et définitifs, et il est prévu dans l'ordonnance qu'un traducteur soit affecté aux différentes sections. La raison pour laquelle on a décidé d'assigner un traducteur au Conseil de la Défense est de faire en sorte que les avocats de la défense puissent comprendre les questions dont ils ont à traiter, et rien n'empêche la défense ou le co-conseil de demander l'aide de ces traducteurs, puisque dès le 7 août 2008, la section d'administration judiciaire a envoyé un mémorandum concernant la mise en œuvre de l'ordonnance sur les droits et obligations en matière de traduction. Ici, je vous renvoie au document A190, un document que vous connaissez très bien. Les questions de traduction sont un domaine complexe. Les parties, c'est vrai, doivent comprendre plusieurs langues. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cela est vrai aussi dans d'autres tribunaux internationaux. C'est vrai au TPY, au TPIR, à la CPI et au tribunal spécial pour la Sierra Leone. Là aussi, ces tribunaux ont dû concilier le droit à un procès diligent et équitable avec le droit à mener les procédures dans plusieurs langues. Les affaires de droit interne sont moins utiles pour nous que les affaires jugées au plan international, étant donné que ces affaires sont d'une envergure moindre et ne comportent pas cette complexité linguistique. Récemment, d'autres tribunaux
semblables aux nôtres ont dû connaître de crimes d'une ampleur similaire. Et les mêmes questions linguistiques se sont posées. Cependant, la défense soutient que le système juridique applicable dans ces tribunaux homologues étant différent du système juridique des CETC, la pertinence de la jurisprudence issue de ces tribunaux en matière de traduction est très contestable. C'est ce que dit la défense. Nous disons, nous, que cette position est erronée. Tout d'abord, en disant cela, on exagère la différence qui existe entre les CETC et les autres tribunaux pénaux internationaux. Deuxièmement, cet argument revient à simplifier à l'excès la complexité inhérente à la conduite d'affaires criminelles et d'instruction de grande ampleur dans plusieurs langues. Et ici, je me dois de répéter qu'il ne faut pas simplifier à l'excès cette complexité linguistique inhérente aux affaires criminelles de grande ampleur. La défense dit aussi qu'au CETC, la personne mise en examen est partie prenante à la procédure beaucoup plus tôt qu'elle ne l'est dans les autres tribunaux internationaux. Et par conséquent, nous dit-on, la personne mise en examen doit avoir accès aux traductions des documents beaucoup plus tôt que dans le cas d'une personne se trouvant sur le banc des accusés dans les tribunaux homologues, car sinon la participation de la personne mise en examen risque de ne pas être assez effective. Cette position défendue par la défense est fausse, en ce sens qu'elle sous-estime l'importance de la participation de l'accusé au stade préliminaire dans les tribunaux homologues des CETC. Aussi bien au CETC que dans les autres tribunaux, à l'étape préliminaire, lorsque l'accusé est en détention provisoire, l'accusé plutôt passe en détention provisoire dans ces autres tribunaux à peu près la même période de temps que celle qui découle de l'instruction en cours ici au CETC. Et donc, une personne mise en examen au CETC se retrouve dans la même position qu'une personne mise en accusation devant d'autres tribunaux internationaux. Par conséquent, les coprocureurs soutiennent que les droits de l'accusé sont les mêmes que les droits d'une personne mise en examen. Il y a une différence évidente, naturellement, c'est qu'au CETC, la phase d'instruction est menée par un juge d'instruction. Et que cette phase ne relève pas des procureurs, comme c'est le cas dans les autres tribunaux pénaux internationaux. Là est la différence, mais c'est là que la différence et la similarité, c'est là que la différence se termine et que la similarité commence. En effet, dans les deux systèmes, que ce soit sous l'autorité du juge d'instruction ou du procureur, il se fait qu'au stade préliminaire, il se passe toutes sortes de choses. Et que les droits de la personne mise en examen correspondent. On peut invoquer la jurisprudence des autres tribunaux internationaux, disons-nous, et nous avons compté pas moins de 17 renvois à des affaires pertinentes.
Pour ce qui est de l'interprétation de l'article 26.2 de l'accord relatif au CETC, accord conclu entre l'ONU et le gouvernement cambodgien, nous notons que, aux yeux de la défense, cet article aurait pour effet que tous les documents doivent être traduits en français, khmer et anglais. Nous pensons pour notre part qu'il convient de rejeter cet argument parce que tous les documents ne sont pas nécessairement entièrement traduits. Comme vous le savez, il y a 3 langues qui sont officiellement utilisées au CETC, mais cela n'entraîne pas nécessairement que tous les documents soient traduits dans toutes les langues. Et telle est la situation au CETC et dans d'autres tribunaux internationaux similaires. Si l'interprétation que propose la défense de cet article 26.2 était correcte, cela voudrait dire que tous les documents internes, documents de réunion et autres auraient dû être établis dans les 3 langues. Mais cela représente un fardeau très onéreux pour la Cour, qui entraînerait en définitive perte de temps et de ressources, des coûts exorbitants et retarderait les procès. L'article 26.2 de l'accord ne constitue pas une instruction précise quant aux droits et obligations en matière de traduction. L'interprétation qu'en fait la défense qui est une interprétation très large d'un principe inscrit dans le texte qui sert de statut au tribunal, n'est pas adéquate pour traiter une question complexe. Pour conclure, nous disons pour notre part que la jurisprudence est la meilleure source que l'on puisse trouver pour parvenir à une décision lorsque le statut ou le règlement intérieur n'y suffit pas, notamment pour ce qui est de cette disposition faisant de l'anglais, du khmer et du français des langues officielles du tribunal. Des observations écrites que nous avons présentées et des arguments supplémentaires qu'avancera mon confrère dans un instant, il ressortira que cette interprétation n'est pas juste. Comme je l'avais annoncé, nous souhaitons développer 4 points concernant les droits et obligations en matière de traduction et l'interprétation de l'article 26.2 de l'accord. Je voudrais donc maintenant donner la parole à mon confrère. Pour qu'il poursuive et nous allons rapidement présenter les pièces que nous avons soumises à la Chambre préliminaire concernant cette question, élément qui prouve que l'intéressé connaît bien le dossier. Le Président, nous faisons une suspension de séance de 15 minutes.